Alors le cours, ça sera le dernier cours de cette unité. Donc on verra aujourd'hui, s'il vous plaît. Donc on verra l'exploration de la glande thyroïde. Alors, comme plan du cours, donc on verra une introduction, la structure des hormones thyroïdiennes, biosynthèse et métabolisme des hormones thyroïdiennes, la régulation, les effets biologiques des hormones thyroïdiennes, exploration fonctionnelle et biologique de la glande thyroïde, et on passe à la fin aux pathologies thyroïdiennes, donc les hyperthyroïdies, les hypothyroïdies et autres, donc certains syndromes. Et on termine par une conclusion. Donc en introduction, la thyroïde, c'est une glande endocrine qui assure la synthèse et la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Oui. Il n'y a pas de micro, je peux me dire. Donc en introduction, la thyroïde, j'ai dit, c'est une glande endocrine qui assure la synthèse et la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Le diagnostic correct des pathologies thyroïdiennes nécessite la prise en compte et la coordination des informations résultant de la clinique, de l'imagerie et de la biologie. Donc c'est-à-dire poser le diagnostic ou pour dépister une dysthyroïdie, donc on a recours à la clinique, à l'imagerie, donc l'imagerie c'est important, mais surtout à la biologie. Donc faisons appel à des techniques de plus en plus sensibles. Donc là, c'est un petit rappel donc, sur la glande thyroïde. La glande thyroïde qui est située donc, à la face antérieure du cou, qui est formée de deux lobes. Donc un lobe à droite, un lobe droit et un lobe gauche, les deux séparés par un isthme. Et cette glande est située de part et d'autre de la trachée. Donc l'unité anatomique et fonctionnelle de la glande thyroïde, c'est ce qu'on appelle le follicule thyroïdien. Donc ces follicules donc, sont formés, voilà, donc vous avez, donc les follicules sont formés par une seule assise de cellules épithéliales, ce qu'on appelle les thyriocytes. Ces thyriocytes sont responsables de la sécrétion des hormones thyroïdiennes. En parallèle, vous avez des cellules parafolliculaires, c'est les cellules C, donc qui sont responsables de la synthèse d'une autre hormone, mais qui intervient beaucoup plus dans le métabolisme phosphocalcique, c'est la thyrocalcitonine. Voilà. Et donc vous avez c'est-à-dire ces follicules qui délimitent une lumière appelée le lumen ou bien la substance qui est très riche en substances colloïdales. Donc là, la colloïde, elle renferme plutôt la quasi-totalité de l'iode de la glande et forme une réserve potentielle d'hormones incluse dans une protéine intrathyroïdienne, la thyroglobuline. Donc, vous allez voir dans la biosynthèse des hormones thyroïdiennes, donc on a une protéine thyroïdienne appelée la thyroglobuline et qui sert, donc vous allez voir, elle sert de matrice de synthèse des hormones thyroïdiennes. Voilà, donc vous avez la thyroglobuline, c'est une glycoprotéine formée dans les thyriocytes, puis sécrétée dans la lumière folliculaire. Elle contient jusqu'à 120 résidus tyrosine, donc c'est la tyrosine, donc fixée sur cette thyroglobuline, dont 30 à 40 peuvent être iodés, et donc elles servent de matrice de synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc j'ai dit, dans la colloïde, vous avez une protéine, une glycoprotéine appelée la thyroglobuline. Elle est donc formée dans les thyriocytes, mais sécrétée dans la lumière folliculaire. Elle est très riche en résidus tyrosine. Donc à peu près, donc elle contient 120 résidus tyrosine, dont 30 à 40 peuvent être iodés. On commence par la structure des hormones thyroïdiennes. La structure donc des hormones thyroïdiennes, on a deux hormones thyroïdiennes. Vous avez la T3 et la T4. La TSH, c'est une hormone hypophysaire. Donc la TRH, c'est une hormone hypothalamique. Mais les hormones thyroïdiennes qu'on va étudier dans ce cours, c'est la T3 et la T4. La calcitonine, vous l'avez abordée dans le cours du métabolisme phosphocalcique, c'est-à-dire avec la vitamine D et la PTH.
Donc la T3 et la T4 sont des dérivés iodés de la tyrosine. Donc voilà la structure de la T3 et la T4. Donc vous avez un résidu tyrosine, vous avez la T3 et la T4. La T3, donc on va voir, c'est la condensation de deux molécules de tyrosine, ensuite suivie d'une iodation donc de cette tyronine. Donc la tyronine, c'est quoi? Ce sont deux résidus tyrosine unis par un pont éther. Donc vous avez la T3, c'est la 3, 5, 3' triiodotyronine. Et la T4, c'est la 3, 5, 3', 5', c'est-à-dire elle est iodée au niveau, donc plutôt par 4 atomes d'iode. Donc elle est appelée également la thyroxine. Donc on a la T3 et on a la thyroxine ou bien la T4. On commence la biosynthèse et le métabolisme. Pour la biosynthèse, donc, elle s'effectue dans la glande thyroïde et elle comporte plusieurs étapes. Donc la première étape, donc, parce qu'on a vu la structure, donc la première étape, c'est la captation des iodures. Donc des iodures surtout apportés par l'alimentation. Donc vous avez l'iode qui est apporté par l'alimentation, il va passer dans votre glande thyroïde et il va ioder en quelque sorte ces résidus tyrosés. Donc la première étape, c'est la captation des iodures, donc circulantes à l'aide plutôt d'une pompe spécifique, ATP dépendante, où l'entrée des iodures est couplée à celle du sodium, donc c'est un simple porteur. Donc vous avez les iodures qui sont apportés par l'alimentation. Donc vous avez les iodures qui sont apportés par l'alimentation. Par exemple, il y a plusieurs aliments qui sont riches en iode. Donc vous avez les poissons, les poissons, vous avez un petit peu de laitage, etc. Mais actuellement, c'est-à-dire tous les pays utilisent du sel iodé pour assurer les besoins, plutôt pour couvrir les besoins de notre organisme en iode. Donc vous avez une absorption, donc l'iode alimentaire, il sera réduit en iodure dans l'estomac, puis il subit une absorption. Ensuite, donc vous avez votre iode qui sera capté, j'ai dit, par la glande thyroïde grâce à un transporteur ATPase dépendant. Il va capter ces iodures. Ensuite, donc vous avez les iodures intracellulaires seront transportés vers la colloïde grâce à un canal apical spécifique. Donc là, juste un petit rappel sur l'iode. Donc l'iode, c'est un oligo-élément, donc c'est un élément minéral, mais qui est indispensable pour notre organisme. Les besoins sont normalement couverts par une alimentation équilibrée. Les besoins sont de l'ordre de 100 microgrammes par jour, un peu plus chez la femme enceinte, chez la femme allaitante et chez les adolescents. Les réserves sont faibles dans notre organisme, ils sont de l'ordre de 10 à 20 mg dans la thyroïde. Donc voilà à peu près la teneur de certains aliments en iode. Donc vous avez surtout, c'est les poissons. Donc vous voyez la morue fraîche, elle contient jusqu'à 500 mg pour 100 g de viande, 100 g plutôt de poisson. La viande, par contre, elle contient 5 microgrammes pour 100 mg plutôt de viande. Donc, et voilà, donc les eaux des régions normales, c'est de l'ordre, il apporte 2 à 15 microgrammes. Par contre, l'eau des régions endémiques ou bien les régions à goitre, généralement, elle est pauvre en iode. Donc c'est pour ça, le sel de cuisine est supplémenté en iode, donc à raison de 10 à 20 mg par kilogramme et qui permet un apport quotidien de 30 microgrammes. Donc normalement, le sel iodé, il couvre largement les besoins de notre organisme. D'accord? Il faut noter aussi que l'iode, il est apporté par l'alimentation, mais il y a également l'iode endogène. L'iode endogène qui est récupéré à partir des mécanismes de désiodation périphérique et intrathyroïdienne. C'est ce qu'on appelle le cycle interne de l'iode, c'est-à-dire la T3, la T4, après avoir, c'est-à-dire exercé son effet biologique, ils vont être désiodés, c'est-à-dire on va enlever leur atome d'iode. D'accord? Donc l'iode, vous avez deux sources, une source exogène et vous avez la source endogène
par des enzymes spécifiques qui sont les désiodases. Voilà. Donc là, c'est à peu près le cycle de l'iode. Donc là, c'est le cycle de l'iode. Donc j'ai dit, on a une absorption alimentaire donc de l'iode au niveau donc, de l'intestin. Ensuite, captation donc, de ces iodures au niveau donc, de la glande thyroïde grâce à un transporteur ATP dépendant. Mais aussi, vous avez la désiodation périphérique et la désiodation intrathyroïdienne. Il faut noter aussi que les iodures sont éliminées au niveau du rein. C'est pour ça, c'est-à-dire généralement pour estimer les surcharges en iode, on peut doser l'iodurie. Donc, il y a certains laboratoires qui dosent l'iodurie, c'est-à-dire l'iode au niveau urinaire. Ensuite donc, vous avez... Donc là c'est-à-dire les iodures sont captés par notre glande thyroïde, commence la synthèse proprement dite. Donc vous avez la deuxième étape, c'est l'oxydation des iodures et iodation des tyrosines. Donc là, toutes les étapes qu'on va voir sont assurées par la thyroperoxydase, la TPO, ce qu'on appelle la TPO. Et d'ailleurs, c'est-à-dire la majorité des maladies auto-immunes se dirigent vers cette enzyme. C'est ce qu'on appelle les anti-TPO. Les anti-TPO, c'est des auto-anticorps qui se dirigent vers cette enzyme. Et cette enzyme, vous allez voir, elle est primordiale pour la biosynthèse des hormones thyroïdiennes. Donc, sa première réaction catalysée, elle va oxyder les iodures en iode. Donc, ça, c'est la première réaction. Ensuite, donc, une fois l'iode est oxydé, il va se lier au résidu tyrosyle de la thyroglobuline. D'accord? Sous l'action toujours de la TPO au niveau donc, du pôle apical. Donc là, vous voyez, la thyroglobuline, elle contient des résidus tyrosyles. Elle va subir soit une monoiodation, soit une double iodation. Et c'est ce qu'on appelle donc la production soit de 3 monoiodotyrosines ou bien 3, 5 diiodotyrosines. Donc, vous avez soit les mythes, soit les dites. D'accord? Donc, une première, plutôt la deuxième réaction catalysée par la TPO, elle va ioder les résidus tyrosés. Est-ce que c'est clair? La troisième réaction, toujours catalysée par la TPO, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va condenser un monoiodotyrosine avec un diiodotyrosine pour donner la T3, soit elle va condenser 2 diiodotyrosines pour donner la T4. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Avec libération d'un résidu alanine. Donc là, c'est important, c'est que seuls 6 à 8 des précurseurs, c'est ce qu'on appelle donc les monoiodotyrosines et les diiodotyrosines, on les appelle les précurseurs des hormones thyroïdiennes. D'accord? Donc vous avez seuls 6 à 8 des précurseurs peuvent se coupler et former à la fin, donc malgré que cette protéine, la thyroglobuline, elle contient à peu près 120 résidus tyrosyles, à la fin, vous aurez uniquement 3 à 4 molécules d'hormones thyroïdiennes par molécule de thyroglobuline. Est-ce que c'est clair? Donc la TPO, donc si on résume, qu'est-ce qu'elle fait, la TPO? L'oxydation des iodures. Voilà. Deuxième réaction. Elle fixe l'iode sur les résidus tyrosines pour donner les monoiodotyrosines ou bien les diiodotyrosines. La troisième réaction, c'est la condensation donc d'un monoiodotyrosine avec le diiodotyrosine pour donner la T3 et soit la condensation de 2 diiodotyrosines pour donner la T4. Est-ce que c'est clair? Et voilà donc les enzymes, plutôt les hormones qui sont synthétisées. Donc il faut noter aussi qu'il y a la synthèse en parallèle d'une autre hormone, mais qui est inactive biologiquement. C'est ce qu'on appelle la reverse T3. Donc l'iodation pour la T3, elle s'effectue en position 3, 5, 3'. Par contre, pour la reverse T3, elle s'effectue au niveau donc 3, 3' et 5'.
Mais cette hormone, elle n'a pas vraiment une activité biologique. Plutôt, ce composé n'a pas vraiment d'activité biologique. Ensuite, donc jusqu'à maintenant, les hormones synthétisées, elles sont toujours liées à la thyroglobuline. C'est clair parce que j'ai dit donc, au début que la thyroglobuline, elle sert de matrice de synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc la quatrième étape, c'est la libération des iodotyronines et même des iodotyrosines. Donc les hormones ainsi que les précurseurs thyroïdiens stockés dans les molécules de thyroglobuline de la colloïde, des follicules, seront libérés après protéolyse de la thyroglobuline sous l'influence de peptidase qui va libérer les T3, les T4 et même les précurseurs. Donc la quatrième étape, vous avez des peptidases qui vont cliver ces hormones thyroïdiennes et donc libérer ces hormones thyroïdiennes. Ensuite, les hormones thyroïdiennes, elles seront sécrétées dans le sang sous forme libre. La dernière étape, c'est la désiodation des iodotyrosines. Donc, sous l'influence d'une désiodase microsomale, donc vous avez l'iode libéré, il rejoint l'iodure circulant, il sera capté de nouveau par les cellules folliculaires pour une nouvelle biosynthèse des hormones thyroïdiennes. C'est-à-dire, donc pour la quatrième étape, vous avez des peptidases qui vont cliver la T3, la T4, la reverse T3, qui seront libérées dans la circulation sanguine. Donc ça c'est, mais aussi vous avez un clivage des précurseurs. Ces précurseurs, donc on va leur capter, on va récupérer leur iode grâce à des désiodases. Donc ça, c'est la désiodation intrathyroïdienne et donc l'iode libéré, il va être incorporé pour la synthèse de nouvelles hormones thyroïdiennes. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc là, c'est toutes les étapes de la biosynthèse des hormones thyroïdiennes. Donc là, si on récapitule, donc vous avez les iodures donc, qui sont captées grâce à une pompe ATP dépendante. Donc les iodures, ensuite, vont subir une oxydation grâce à la TPO. Ensuite, vous avez la thyroglobuline donc, qui est située c'est-à-dire dans la substance colloïde ou bien dans le lumen, donc où s'effectue la production, plutôt l'iodation et la synthèse donc des précurseurs qui sont les méthylédites. Ensuite, vous avez la condensation avec libération, donc avec formation de la T3 et la T4. Ensuite, donc la thyroglobuline, c'est vrai que la synthèse, elle s'effectue donc au niveau du pôle apical. Ensuite, elle va pénétrer, elle va subir l'action d'une peptidase. Donc, vous avez la libération des hormones thyroïdiennes, mais aussi des précurseurs. Les précurseurs, ils vont subir l'action des désiodases pour récupérer l'iode. Par contre, la T3, la T4 et la reverse T3 vont être libérées dans la circulation sanguine. Voilà. Maintenant, on continue avec le métabolisme. Donc là, c'est important, c'est que la thyroïde, elle sécrète 100% de la T4. C'est-à-dire, la T4, elle est uniquement thyroïdienne. Ça, c'est important parce que pour le dosage, on ne dose pas la T3. On préfère doser la T4. La T4, j'ai dit, c'est une hormone qui est synthétisée 100% par la thyroïde. La T3, seulement 20% provient elle est synthétisée plutôt par la glande thyroïde. Le reste provient de la désiodation de la T4, mais au niveau des tissus périphériques. C'est-à-dire la T4 qui a été synthétisée par la glande thyroïde, elle va passer dans le rein, dans le foie, dans plusieurs organes. Là, elle va subir une désiodation par des désiodases, d'accord? Et donc, elle va libérer de la T3. Est-ce que c'est clair? Donc la T3, ça c'est important. La T4, elle est 100% thyroïdienne. La T3, uniquement 20% sont synthétisés au niveau de la glande thyroïde. Sinon, les 80% restants proviennent de la désiodation extra-thyroïdienne ou bien périphérique de la T4. C'est clair? Une autre chose qui est importante, c'est que la T3, c'est vrai qu'elle est faiblement synthétisée par la glande thyroïde, mais elle est plus active que la T4. C'est-à-dire même une petite concentration de la T3, elle peut donner
Par exemple, les effets biologiques, elle est donc d'ailleurs 3 à 5 fois plus active que la T4. D'accord? Puisque vous l'avez, le lévothyrox. Donc votre camarade pose la question, le lévothyrox, donc c'est un médicament pour traiter d'abord les hypo ou bien les hyper, les hypothyroïdes. Donc le lévothyrox, c'est la thyroxine. C'est quoi la thyroxine? C'est la T4, c'est la T4 de synthèse. C'est la thyroxine de synthèse. C'est la T4, c'est pas la T3. Donc le produit principal de la glande thyroïde, c'est la T4. Ensuite, c'est vrai que on va voir les effets biologiques. Les hormones thyroïdiennes sont libérées dans la circulation sanguine. Elles vont agir sur plusieurs tissus et vous allez voir la glande thyroïde ou bien les hormones thyroïdiennes agissent sur le métabolisme glucidique, lipidique, protéique, sur le cœur, sur le foie, sur l'intestin. C'est-à-dire ils ont une action très générale. Donc après, c'est-à-dire avoir exercé leur effet biologique, elles doivent être éliminées. Donc généralement l'élimination elle s'effectue par conjugaison donc, de leur fonction phénolique puis excrétion au niveau biliaire. Donc pour la T4 c'est surtout une glucuronoconjugaison. Pour la T3 elle est subit surtout plutôt une sulfoconjugaison. Donc pour le transport, vous avez les hormones thyroïdiennes, donc j'ai dit, elles sont libérées dans la circulation sanguine. Il y a deux formes. Il y a la forme libre, et d'ailleurs c'est la forme active de ces hormones thyroïdiennes, et vous avez la forme liée à des protéines de transport. Donc vous avez trois types de protéines de transport. Vous avez l'albumine. L'albumine, elle transporte d'ailleurs les médicaments, la bilirubine, la majorité des hormones. Donc c'est un transporteur qui n'est pas spécifique. Donc il transporte à peu près 4% de la T4 et 33% de la T3. Par contre, vous avez les deux autres protéines plus ou moins spécifiques. Vous avez la thyroxine benzine globuline. Donc, comme son nom l'indique, c'est un transporteur spécifique de la T4. Donc, il transporte à peu près jusqu'à 78% de la T4 et plutôt 40% de la T3. Et vous avez une autre protéine de transport, c'est la préalbumine. La préalbumine, donc c'est une protéine qui est synthétisée par notre organisme et qui sert de transporteur, ou appelée également la transthyrétine. Elle transporte 18% de la T4 et 27% de la T3, mais ça reste un transporteur moins spécifique que la thyroxine benzine globule. Donc bien qu'en infime proportion, la forme libre des hormones thyroïdiennes est considérée comme la seule fraction physiologiquement active. Donc là, c'est comme la majorité des hormones, c'est la forme libre qui est active, c'est-à-dire qui va exercer ses effets biologiques. Pour la régulation, je vais passer vite fait parce qu'on l'a fait dans la généralité. Donc vous avez la régulation hypothalamo-hypophysaire thyroïdienne, ou ce qu'on appelle l'axe thyrotrope. Donc vous avez trois axes. On a l'axe hypothalamique, hypophysaire et votre glande ou bien le niveau périphérique. Donc au niveau, c'est-à-dire au niveau de l'hypothalamus, vous avez donc la synthèse de la T4, donc on va parler surtout de la thyroxine parce que c'est la principale, on va dire, hormone thyroïdienne. La synthèse de la thyroxine et sa libération sont stimulées par une hormone hypophysaire appelée la TSH. Donc la thyrostimuline ou bien la TSH qui elle-même, elle dépend de l'action d'une hormone hypothalamique qui est la TRH ou bien la thyrolibérine ou bien la thyroglibérine, c'est la même chose. D'accord? Donc vous avez trois axes. Donc il faut noter que cette synthèse, elle est stimulée c'est-à-dire il y a une stimulation plutôt de la sécrétion ou bien de cet axe plutôt par le froid. Donc c'est ce qu'on appelle la voie alpha-noradrénergique. Et le stress, par contre, il inhibe cette voie. Donc il faut noter aussi qu'il y a le rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire rétrocontrôle négatif,
si vous avez une hypersécrétion des hormones thyroïdiennes, donc il y aura une inhibition de la libération de la TSH et une inhibition de la libération de la TRH. Donc sachant que la TSH elle active toutes les étapes de l'hormonogénèse après fixation sur des récepteurs membranaires, c'est la voie de l'AMP cyclique. Donc je ferai comme le cours des généralités, je ne vais pas refaire la voie, c'est-à-dire vous l'avez vu dans le cours généralité. Le récepteur de la TSH, c'est un récepteur à 7 domaines transmembranaires. Donc la voie, c'est la voie de l'AMP cyclique. Donc essayez de revoir le cours. Il faut noter que la TSH, elle active toutes les étapes de l'hormonogénèse. C'est-à-dire, elle active la captation des iodures, elle active l'oxydation, elle active l'iodation des résidus tyrosiles, la condensation et même la libération des hormones thyroïdiennes. Un autre point important, c'est que la TSH à forte dose a un effet sur la croissance de la glande thyroïde. C'est-à-dire elle peut augmenter le volume de la glande thyroïde. D'accord? Voilà, donc là c'est le rétrocontrôle négatif et positif. Donc il y a aussi, c'est une remarque importante, c'est que les œstrogènes, ils peuvent potentialiser les effets de la TRH sur la libération de la TSH et empêchent partiellement l'effet inhibiteur des hormones thyroïdiennes. Par contre, la somatostatine et les glucocorticoïdes, ils peuvent diminuer la sécrétion de la TSH. Donc là, c'est un autre point de régulation, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation intrinsèque par l'iodémie. Donc là, on a deux points. Donc on a 2 points différents. Vous avez la carence en iode et dans le cas où on a une surcharge en iode. Donc la carence en iode, donc ça c'était les cas où il n'y avait pas un apport alimentaire suffisant en carence. Généralement la carence en iode, c'est une carence qui est alimentaire. Donc notre organisme, comment il va s'agir, comment il va agir donc, suite à cette carence, d'après vous? Oui. Donc la carence en iode, c'est ce qu'on appelle donc la réaction, on va dire, de notre organisme. Il va baisser la sécrétion des hormones thyroïdiennes, donc d'où une augmentation de la TRH et la TSH, donc bien sûr par rétrocontrôle. Est-ce que c'est clair? Donc vous avez une carence, un apport en iode qui est insuffisant. L'organisme, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de capter le maximum des iodures. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'elle va baisser, donc il y aura comme conséquence une baisse de la sécrétion de la T3 et la T4, d'où une augmentation. C'est-à-dire vous avez T4 et T3 qui sont abaissés par rétrocontrôle. Donc vous avez libération de la TSH et de la TRH. La TSH, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de capter le maximum. Donc ça, c'est le premier point. Elle essaie de capter le maximum des iodures. D'accord. Donc, mais, c'est-à-dire l'iode, il est toujours insuffisant pour notre organisme. Il n'y a pas assez d'iode. Donc, généralement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va entraîner une hypertrophie de la glande thyroïde, donc d'où l'apparition des goitres endémiques. Le deuxième point de régulation, donc lorsque vous avez une surcharge en iode. Donc, d'après vous, vous avez une surcharge en iode. Normalement, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire des hormones thyroïdiennes. Donc l'organisme, il y a ce qu'on appelle un autre type de régulation. Donc il faut noter que la surcharge en iode, généralement, ce n'est pas dû à une surcharge alimentaire, mais beaucoup plus, c'est un surdosage médicamenteux. Donc vous avez par exemple l'amiodarone, donc c'est un médicament qui est très riche c'est un médicament, je pense, anti-arythmétique, qui est très riche en iode. Donc généralement, donc, la surcharge en iode est due à un surdosage médicamenteux et rarement à une surcharge alimentaire. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait ou bien la glande thyroïde? Elle va inhiber paradoxalement la synthèse et la libération hormonale des hormones thyroïdiennes. Donc c'est une autorégulation. La glande thyroïde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va stopper la synthèse des hormones thyroïdiennes. C'est ce qu'on appelle l'effet Wolff-Chaïkov.
C'est un effet paradoxe. Normalement, vous avez une surcharge en iode, vous avez une hypersécrétion. La glande thyroïde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va stopper la libération des hormones thyroïdiennes. Donc, elle va inhiber la synthèse et la libération des hormones thyroïdiennes. C'est ce qu'on appelle l'effet Wolff-Chaikoff. Donc, pourquoi? Pour que l'organisme, pour que l'organisme, on va dire, il va stopper cette synthèse et en parallèle, vous avez la diminution de la sensibilité thyroïdienne à la TSH. Donc, pour l'effet Wolff-Chaikoff, donc probablement c'est dû aux atomes d'iode. Les atomes d'iode vont en quelque sorte inhiber la TPO. Ils vont se fixer sur la TPO et ils vont l'inhiber. D'accord? Donc, il faut noter que cet effet de Wolff-Chaikoff, généralement chez un sujet normal, c'est-à-dire qu'il y a une glande qui est normale, normalement, cet effet, il dure 48 heures. Ensuite, vous avez la levée de cette inhibition, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'échappement à l'effet de Wolff-Chaikoff. Maintenant, si vous avez une glande qui est pathologique, par exemple dans la maladie de base d'eau ou autre maladie, par exemple auto-immune, donc généralement, il y a cette surcharge, donc suivie d'une inhibition, l'effet de Wolff-Chaikoff. Ensuite, l'organisme, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrive pas à stopper cet effet de Wolff-Chaikoff. Et généralement, le sujet, donc il tombe dans l'hypothyroïdie. Oui, donc même si vous avez une surcharge en iode, il tombe dans l'hypothyroïdie. Et c'est le cas du surdosage à l'amiodarone. C'est-à-dire l'organisme, il va essayer d'inhiber juste la sécrétion. Après 48 heures, vous avez une sécrétion qui est normale. Mais lorsque vous avez une glande qui est pathologique, il n'y a pas d'échappement à l'effet, c'est-à-dire l'organisme, il va tomber dans l'hypothyroïdie. D'accord? Donc, toujours le surdosage en iode, donc le surdosage par exemple par l'amiodarone, risque de donner l'hypothyroïdie. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est un mécanisme d'autorégulation intrinsèque de notre glande thyroïde. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on passe à l'effet biologique, aux effets plutôt biologiques des hormones thyroïdiennes. Donc, tous les tissus de l'organisme sont sensibles aux hormones thyroïdiennes et les effets biologiques sont multiples. Donc, les hormones thyroïdiennes, donc là, c'est juste un petit résumé sur l'effet, on va dire, moléculaire des hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes, normalement, agissent sur des récepteurs nucléaires. Donc, la TSH, son récepteur, c'est un récepteur membranaire à cette domaine transmembranaire avec la voie de l'AMP cyclique. Pour les hormones thyroïdiennes, leur effet, il est surtout nucléaire. Donc, ils vont pénétrer dans le noyau des cellules cibles et se fixent sur une protéine nucléaire non histone. Donc, c'est ce qu'on appelle le récepteur des hormones thyroïdiennes. Il est plus affin, beaucoup plus pour la T3. C'est pour ça que j'ai dit la T3, elle a plus d'effets biologiques, elle est plus active biologiquement que la T4. Parce que tout simplement, le récepteur, il a plus d'affinité pour la T3 que la T4. Ensuite, donc, vous avez une activation de la transcription et l'augmentation de l'activité des ARN polymérases et des protéines kinases. Donc, vous avez un effet qui est nucléaire. Est-ce que c'est clair? Maintenant, donc, on verra les différents organes sur lesquels votre hormone thyroïdienne peut agir. Donc, vous avez le système nerveux central, le système nerveux autonome, on va dire. Donc, vous avez le muscle, le cœur, l'intestin, vous avez la lignée rouge et même la lignée blanche. Donc, vous avez également le métabolisme glucidique, lipidique et même protéique. Donc, la glande thyroïde, plutôt les hormones thyroïdiennes, donc elles se fixent sur leur récepteur, qu'est-ce qu'elles vont exercer? Donc, elles permettent le développement et la myélinisation du système nerveux central. C'est un bêta-stimulant, augmente la contraction musculaire, la fréquence cardiaque. Donc, elle augmente la filtration glomérulaire, le remodelage avec potentialisation de l'effet de la GH. Donc, ça, c'est au niveau donc, des os. Également, elle stimule l'hématopoïèse. Pour le métabolisme glucidique, donc elles sont
elle entraîne une hyperglycémie. Donc bon, c'est pas vraiment une hyperglycémie, c'est-à-dire à des taux physiologiques. Non seulement elle favorise la production du glucose au niveau hépatique et aussi plutôt augmente l'absorption intestinale du glucose. Pour les protéines, donc elle stimule le catabolisme des protéines. Pour les lipides, la même chose, donc stimule le catabolisme des lipides. Donc agit également sur la température, donc augmente la thermogénèse. Sur les fonctions sexuelles, augmente la libido et également donc stimule la motilité intestinale. Voilà. Donc là, c'est-à-dire ils ont des effets physiologiques. Maintenant, si vous avez une surcharge en hormones thyroïdiennes, donc par exemple au niveau du cœur, vous aurez une tachycardie. Donc si vous avez une baisse des hormones thyroïdiennes, vous aurez une bradycardie. La même chose pour la motilité intestinale. Donc les sujets en hyperthyroïdie, généralement, ont des diarrhées. Donc par contre, les sujets en hypothyroïdie développent des constipations. La même chose c'est-à-dire pour la contraction musculaire, la même chose pour le métabolisme lipidique, glucidique et lipidique. Voilà. Donc quand vous avez on va dire les signes cliniques en faveur d'une hyper ou bien d'une hypothyroïdie. Donc vous avez une tachycardie, donc vous avez la perte de poids parce que les hormones thyroïdiennes ont un effet catabolisant c'est-à-dire des protéines et des lipides. Donc, un excès des hormones thyroïdiennes entraîne une perte de poids. À l'inverse, une hypothyroïdie, vous avez la prise de poids. Donc, vous avez des diarrhées et constipation. Vous avez une contraction plus rapide avec une faiblesse musculaire. Par contre, les sujets en hypothyroïdie développent des crampes. La même chose pour c'est-à-dire la peau et les cheveux. Donc, vous avez des cheveux cassants, intolérance à la chaleur et donc les mains qui sont chaudes et moites. Par contre, les sujets hypothyroïdiens généralement sont frileux et ont une peau sèche et pâle. Donc là, c'est les signes cliniques en faveur soit d'une hyperthyroïdie ou bien en faveur d'une hypothyroïdie. On passe maintenant à l'exploration biologique de la glande thyroïde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous avez, pour explorer une dysthyroïdie, vous avez la clinique, vous avez l'imagerie, d'accord? Et vous avez aussi la biologie. Donc, pour la biologie, donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait les dosages hormonaux. Donc, il y a des dosages statiques et il y a aussi des dosages dynamiques. C'est les tests généralement de stimulation. Donc, qu'est-ce qu'on dose? On dose la TSH, la T4 libre et la T3 libre. Donc, il faut noter que, c'est-à-dire il y a quelques décennies, on dosait la T4 totale et la T3 totale. Il faut noter que c'est-à-dire le taux des hormones thyroïdiennes total, il dépend des protéines transportrices. D'accord? Donc, c'est pour ça, actuellement, c'est d'ailleurs pour le cas de toutes les hormones, on essaie de doser la fraction libre qui est la fraction la plus active. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle la free T4 et la free T3 ou bien on dit T4 libre et T3 libre. Donc pour la TSH, elle est considérée comme l'indicateur le plus sensible pour évaluer un dysfonctionnement thyroïdien. Donc le dosage par des méthodes radio-immunologiques ou bien immuno-enzymatiques. Actuellement, donc on parle de la TSH ultra sensible. D'accord? Donc, avant, on dosait la TSH, c'est-à-dire normale. Actuellement, on dose la TSH ultra sensible, c'est-à-dire la limite de détection est abaissée. Ou on l'appelle également la TSH 3e, 4e génération. Donc, les valeurs usuelles, c'est entre 0,4 à 4 milliunités internationales par litre. Donc, par exemple, avant, donc si vous trouvez un taux, normalement là, le sujet a un taux de 0, par exemple 9, la technique, elle vous affiche inférieur à 0,1 par exemple. Mais actuellement, elle détecte des taux à 0,01. Vous avez compris? J'ai dit la limite de détection, elle est abaissée. C'est-à-dire, donc là j'ai pris quelques exemples. Donc avant, s'il vous plaît. Donc
Avant, on ne dosait pas, c'est-à-dire la TSH n'était pas vraiment ultra sensible, c'est-à-dire la limite de détection était un peu élevée. Donc, par exemple, vous avez des sujets différents. Donc, le premier, par exemple, il a 0,05, le deuxième, il a 0,07, le troisième, il a 0,01. Par exemple, le troisième, il a 0,09, par exemple. L'automaticum, il affiche inférieur à 0,01. D'accord? Maintenant, la TSH ultrasensible, vous avez, j'ai dit, la limite de détection a été abaissée, c'est-à-dire elle détecte 0,05, elle détecte des taux à 0,01 et même à 0,07. Est-ce que c'est clair? Donc, la concentration des TSH, elle doit être corrélée à la concentration de la T4 de façon exponentielle. C'est-à-dire une diminution de la T4, parce que, s'il vous plaît. Donc, vous avez un rétrocontrôle généralement négatif ou bien positif. Donc, normalement, une diminution de la T4 d'un facteur de 2 entraîne une augmentation de la TSH d'un facteur de 100. C'est-à-dire, donc, normalement, tout le monde, vous avez un taux, c'est-à-dire, je donne juste des chiffres comme ça. Vous avez normalement la T4 qui doit être, par exemple, située entre, par exemple, 15 et 19. Vous avez une T4, par exemple, à 16. Si elle est abaissée d'un facteur de 2, c'est-à-dire abaissée à 8, la TSH, par rétrocontrôle, elle sera augmentée d'un facteur de 100. C'est-à-dire, au lieu donc d'avoir un taux, donc, par exemple, de 0 à par exemple 2 ou bien 0, par exemple 5, elle sera augmentée fois 100. Donc, elle sera à un taux de 50. C'est pour ça que j'ai dit, la TSH est considérée comme l'indicateur le plus sensible pour évaluer un dysfonctionnement thyroïdien. C'est-à-dire, elle est rapidement soit augmentée ou bien diminuée en fonction de votre dysthyroïdie. Et donc, vous allez voir dans les cas des dysthyroïdies infracliniques, donc vous avez la TSH qui est perturbée avec une T3 et T4 qui sont normales. Donc, soit elle est augmentée, soit elle est abaissée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une TSH abaissée, c'est une hyperthyroïdie, une TSH augmentée, c'est une hypothyroïdie. Même si vous avez des T4 et des T3 qui sont normales. Donc, vous avez quelques exceptions où vous avez des dysthyroïdies d'origine centrale, ça c'est autre chose. Mais là, on parle des dysthyroïdies, c'est-à-dire d'origine glandulaire. Voilà. Donc, il faut noter que la TSH, donc là c'est juste une petite remarque, vous avez un petit pic à la naissance. La TSH également, elle peut être abaissée au premier trimestre de la grossesse, donc on va expliquer ça par la suite. Et la TSH, elle a un pic circadien, donc généralement la sécrétion d'IHA, elle est maximale à minuit, mais même la libération vers 8 heures, c'est-à-dire midi, etc., elle n'est pas vraiment importante par rapport à votre pic. Donc, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment d'heure spécifique pour doser tel ou tel hormone. Maintenant, pour la femme enceinte, pourquoi j'ai dit la TSH, elle est abaissée au premier trimestre de la grossesse? Parce que chez la femme enceinte, vous avez la sécrétion d'une hormone qui est la bêta-HCG. Donc, les concentrations sériques de l'HCG au premier trimestre sont associées à une stimulation de la thyroïde parce que la bêta-HCG a une activité TSH-like. C'est-à-dire, elle va se fixer sur le récepteur de la TSH et donc elle va entraîner par la suite une sécrétion des hormones thyroïdiennes. Par rétrocontrôle négatif, donc vous avez une baisse de la TSH. D'accord? Donc, ce qui traduit par une diminution de la concentration sérique de la TSH au premier trimestre en dessous des valeurs de référence, puis au deuxième et troisième trimestre, les valeurs remontent. Donc, chez la femme enceinte, donc, généralement, vous avez une TSH qui est abaissée avec des hormones thyroïdiennes, donc plus ou moins normales, qui ne sont pas augmentées parce que généralement, la TSH, elle essaye c'est-à-dire d'abaisser cette plutôt hypersécrétion des hormones thyroïdes. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on passe au deuxième paramètre qu'on peut doser, c'est la free T4 et la free T3. Donc, vous avez la T4, s'il vous plaît. La T4 étant... la T4
est le reflet majeur de l'activité sécrétoire de la glande thyroïde. Donc on préfère la T4 de la T3. Donc, généralement les cliniciens préconisent le dosage de la TSH et de la T4. C'est rare où ils demandent la T3. Donc même par exemple pour le laboratoire, au lieu de commander par exemple 5 cassettes, par exemple 10 cassettes de la T4, généralement on demande 5 cassettes de la T3 et par exemple 10 cassettes de la T4. Parce que la demande, elle n'est pas vraiment importante pour la T3. Donc la T4 étant le reflet majeur de l'activité sécrétoire de la glande thyroïde, donc pour le dosage, c'est une extraction immunochimique séparée les hormones liées aux protéines suivies d'un immunodosage par compétition. Pour notre laboratoire, on utilise une autre technique, on utilise la méthode par électrochimie luminescence. Pour les valeurs usuelles, donc vous avez la T4, elle varie entre 8,5 à 23,5 picomoles par litre et la T3, elle varie entre 3,9 à 7,7 picomoles par litre. Et bien sûr, chaque laboratoire, il donne ses propres valeurs selon la technique qu'il utilise. Voilà. Donc, pour explorer une dysthyroïdie, on dose la TSH et la T4. On peut doser également d'autres hormones ou bien d'autres protéines. Donc, on peut doser la thyroglobuline. La thyroglobuline, elle est dosée donc beaucoup plus pour on va dire, diagnostiquer ou bien pour le suivi des cancers parce qu'il s'agit d'un marqueur de la présence du tissu thyroïdien. Son dosage s'est amélioré avec la mise au point des méthodes immunoradiométriques. Chez un sujet normal, la thyroglobuline circulante dans le plasma elle a un taux plutôt très faible de l'ordre de 20 microgrammes par litre. Donc la thyroglobuline, elle est utilisée beaucoup plus, j'ai dit, pour les cancers de la thyroïde parce qu'elle témoigne la présence du tissu thyroïdien. Ou même dans les hypothyroïdies. Il y a même les hypothyroïdies où vous avez une disparition, on va dire, du tissu thyroïdien. Donc l'indication, c'est la surveillance des cancers thyroïdiens après thyroïdectomie ou irradiation à la recherche de récidives ou de métastases, ou bien pour l'enquête étiologique des hypothyroïdies congénitales. Donc on va voir les hypothyroïdies congénitales ou aussi le dépistage des thyrotoxicoses iatrogènes. Également, comme marqueur biologique, on peut doser les auto-anticorps. Donc, vous avez 3 types d'auto-anticorps. Donc, c'est des anticorps qui se dirigent vers la glande thyroïde. Donc, vous avez les anti-TPO, d'accord? Donc, ils se dirigent vers cette enzyme. Il y a les anti-thyroglobulines. Généralement, les anti-thyroglobulines est dosé en parallèle avec la thyroglobuline. Et vous avez les auto-anticorps antirécepteurs de la TSH, d'accord, qui aident au diagnostic surtout étiologique des affections thyroïdiennes auto-immunes. Donc voilà, donc un petit tableau qui résume la présence des auto-anticorps dans les différentes pathologies. Donc dans l'hyperthyroïdie, ce qu'on appelle la maladie, l'hyperthyroïdie auto-immune, ce qu'on appelle la maladie de Basedow, donc vous avez, c'est surtout la présence des anti-TPO, mais surtout des auto-anticorps antirécepteurs de la TSH. Donc essayez de vous rappeler de ces auto-anticorps parce qu'on va aller voir dans la pathologie. Par contre, dans l'hypothyroïdie auto-immune, qui est la maladie d'Hashimoto, vous avez surtout, dans 99% des cas, une présence des anti-TPO. Donc vous avez également dans la thyroïdite atrophique et la thyroïdite de postpartum, vous avez également donc la présence des anti-TPO et des anti-TG. Donc ce qui nous intéresse, c'est surtout les premières maladies auto-immunes, la maladie de Basedow. Donc généralement pour la maladie de Basedow, on demande le dosage des anti-TPO, mais surtout des antirécepteurs de la TSH. Pour explorer une Hashimoto, un syndrome d'Hashimoto, donc généralement c'est les anti-TPO. Par contre, les antirécepteurs de la TSH, généralement, ils sont absents dans cette pathologie. Également, donc, on peut doser en parallèle, donc c'est-à-dire pour mieux explorer votre thyroïdite. Donc, on peut
doser le cholestérol total. Et d'ailleurs, généralement, c'est l'hypocholestérolémie et l'hypercholestérolémie qui entraînent une suspicion de cette perturbation endocrinienne ou bien cette perturbation thyroïdienne. On peut également doser des marqueurs inflammatoires, par exemple l'AVS, la CRP, pour éliminer une maladie inflammatoire, par exemple la thyroïdite de Kerber. Voilà. Donc là, c'était les dosages statiques. Maintenant, il y a aussi les dosages dynamiques, c'est ce qu'on appelle les tests de stimulation ou bien de freinage. Donc vous avez 3 types de tests, mais parmi ces 3 tests, vous avez uniquement le test de la TRH qui reste plus ou moins utilisé par les cliniciens. Sinon, les autres sont abandonnés. Donc le premier, c'est le test de Querido ou bien le test de stimulation par la TSH. Donc on va administrer. On essaie de raisonner un petit peu. Donc, d'après vous, le test de stimulation de la TSH, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on va administrer à la personne, bien au sujet, de la TSH. Et qu'est-ce qu'on attend? Voilà, une sécrétion des hormones thyroïdiennes. Donc, elle permet de distinguer les hypothyroïdies primaires des hypothyroïdies secondaires. Donc là, c'est vraiment abandonné parce qu'actuellement, on dose la TSH et la T4. C'est largement suffisant pour distinguer une hypothyroïdie donc primaire et secondaire. Donc, dans les premières, donc dans les hypothyroïdies primaires, c'est-à-dire primaires, je voulais dire quoi par hypothyroïdie primaire? L'atteinte, c'est central. Donc vous avez soit une anomalie de la TSH, soit une anomalie de la TRH. Donc même si on donne de la TSH, normalement il n'y aura pas de réaction, plutôt. Donc vous avez, dans les premières, même si on donne de la TSH, est-ce qu'il y aura une réaction? Oui. Primaire, je voulais dire quoi par primaire? Oui ou non? C'est glandulaire, c'est primaire, je voulais dire centrale ou glandulaire? Glandulaire. Il ne faut pas tomber dans le piège. Primaire, vous avez une anomalie au niveau de votre glande. Secondaire et tertiaire, c'est au niveau donc central, donc c'est soit hypothalamique, soit hypophysaire. Donc là, vous avez une hypothyroïdie, donc là, l'origine, c'est la glande thyroïde. Même si vous donnez de la TSH, il n'y aura pas de réponse. À l'inverse, si vous avez une anomalie hypophysaire, on donne de la TSH exogène, donc il y aura une réponse de votre glande thyroïde et donc elle va libérer les hormones thyroïdiennes. Mais comme le test il est actuellement abandonné, c'est-à-dire on ne le fait plus. Par contre, on utilise le test de stimulation par la TRH. Par la TRH, donc pour évaluer la capacité de l'hypophyse à sécréter la TSH, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donner à la personne, donc là on est sûr, on suspecte que l'origine elle est centrale. Mais on ne sait pas si elle est d'origine hypophysaire ou bien hypothalamique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va donner à la personne de la TRH, donc c'est une injection par voie IV de la TRH, et de doser la TSH donc avant, puis 30 et 60 minutes après l'injection. Donc, normalement, si l'origine est hypothalamique, c'est une réponse, ça serait une réponse positive, et donc il y aura une libération de la TSH. À l'inverse, si l'origine est hypophysaire, donc là, même si vous donnez de la TRH, l'hypophyse, donc il est incapable de libérer de la TSH, et donc la réponse, elle sera négative. Est-ce que c'est clair? Donc, il est utilisé c'est-à-dire il est utilisé plus ou moins par les endocrinologues pour rechercher l'origine centrale, on va dire, de cette hypothyroïdie. Voilà. Et vous avez également le test de freinage.
Donc le test de freinage, donc c'est pour explorer l'hyperthyroïdie, donc réalisé par l'administration de la T3. Normalement, on va donner de la T3 exogène. Donc normalement, vous aurez un rétrocontrôle. Donc chez un sujet normal, elle provoque une diminution de l'activité thyroïdienne par suppression, par rétrocontrôle négatif. Par contre, dans la maladie de Basedow, vous allez voir la maladie de Basedow qui devient insensible, c'est-à-dire à l'action de la TSH, dans la Basedow ou goitre toxique ou l'hyperthyroïdie est d'origine périphérique, pas de freinage parce que la glande, elle devient indépendante de la TSH et d'ailleurs on l'appelle la thyrotoxicose indépendante à la TSH. Voilà, donc là on a terminé avec une petite remarque. C'est que normalement, dans les dysthyroïdies d'origine glandulaire, normalement la TSH et la T4 varient, on va dire, de façon inversement proportionnelle. C'est-à-dire si la T4 elle est augmentée, la TSH elle est abaissée. Oui. Donc on va dire pour explorer une hypothyroïdie, normalement la TSH augmentée et la T4 est abaissée. Oui ou non? Oui. Vous avez dans l'inverse, dans l'hyperthyroïdie, vous avez la T4 augmentée et la TSH est abaissée. Parce que, c'est-à-dire, pourquoi j'ai dit la TSH, c'est le paramètre le plus sensible. Donc vous avez juste une petite élévation de la T4, la TSH, elle va agir rapidement. C'est-à-dire votre hypophyse, il va agir rapidement. C'est-à-dire que vous aurez une baisse de la TSH avec un facteur de 100. Comme un facteur de 100 pour une baisse d'un facteur de 2 pour la TSH. Donc, normalement, les deux varient inversement, on va dire de façon inversement proportionnelle. Maintenant, si vous avez une TSH et une T4 qui varient dans le même sens, vous avez deux situations. Soit c'est un surdosage ou bien un sous-dosage, ça dépend. Soit vous êtes devant une origine centrale. D'accord? La TSH abaissée, T4 abaissée. TSH augmentée, T4 augmentée. Donc si les deux paramètres varient dans le même sens, généralement, donc on essaie de suspecter l'origine centrale, quoique les hypothyroïdies et les hyperthyroïdies d'origine centrale sont très rares. Il n'y a pas vraiment d'adénome hypersécrétant, c'est très rare. Et même l'hypothyroïdie d'origine centrale, elle est quand même rare comme pathologie. Voilà. On va passer maintenant aux pathologies thyroïdiennes. Donc vous avez les euthyroïdies, les hyper- et les hypothyroïdies. L'euthyroïdie correspond à une teneur normale d'hormones thyroïdiennes dans le sang. Donc une chose importante aussi, c'est que quand je dis hormones thyroïdiennes, je parle de la T3 et la T4. La TSH, ce n'est pas une hormone thyroïdienne, c'est une hormone de régulation, oui, mais c'est une hormone hypophysaire. Voilà, donc l'euthyroïdie correspond à une teneur normale d'hormones thyroïdiennes dans le sang. D'accord? Ce qualificatif s'oppose à la dysthyroïdie, qui est un dysfonctionnement de sécrétion de la glande thyroïde, et donc on distingue une hyper ou bien une hypothyroïdie. Donc avant d'entamer les différentes causes d'hyper et d'hypothyroïdie, donc une petite notion sur le goitre, c'est que donc là c'est le goitre endémique dans le cas des carences en iode. Donc là c'était très fréquent. Par exemple, en Algérie, c'était très fréquent dans les régions de Gigel, de Mila, dans la Kabylie, c'était très fréquent le goitre endémique. Donc, dans la carence modérée en iode, la glande thyroïde, sous l'influence de la TSH, elle va s'hypertrophier pour concentrer le maximum d'iodure, ce qui entraîne un goitre colloïdal. Et généralement, ces sujets-là, donc, soit c'est-à-dire ils peuvent être en hypothyroïdie, mais généralement, ils sont euthyroïdiens. La majeure partie sont en euthyroïdie, donc on va commencer par l'hyperthyroïdie. On fait une petite pause, d'accord?